des noisetiers entre leurs pommiers pour aller les tailler. Et tu dis ça à un arboriculteur, il va te dire, mais t'es malade. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous précipitez pas. Un bon design, c'est réfléchi. Et sur ce mètre carré, ça va cracher plus de 25 kilos de fruits et de légumes. Ok, c'est chouette. L'arche, là, tu vois, en fait, au pied, il y a un poirier. Au pied, il y a une vigne qui va aller courir sur un. Et en fait, ça, c'est un concombre qui va grimper dans les arbres, qui se débrouille tout seul. Si tu les récoltes pas, tu vas avoir des graines partout dans le jardin, ça se ressème tout seul, ça fait sa vie sans toi. J'en ai vu en Belgique là, qui avait fait la technique Miyawaki. Alors, en parlant avec Perrine du Bec et Loin, elle me fait moi, je suis allé au Japon, j'ai tout cherché sur Miyawaki, il est inconnu au Japon, hein, il n'y a pas de Miyawaki au Japon. T'aurais t'aurais rien fait, t'aurais attendu 20 ans, ça faisait la même chose sans avoir dépensé un copec, quoi. Ok, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on fait une nouvelle masterclass avec un invité de marque. On accueille donc du coup Franck Natier. Merci d'être là et de nous rejoindre et de rejoindre tous les grands acteurs et les passionnés des jardins-forêts. Donc merci d'être là. Peut-être le plus simple, peut-être c'est si tu veux bien te présenter. Donc, je fais des recherches sur les jardins-forêts depuis les années 2000. Voilà, j'ai écrit 7 bouquins sur le sujet. J'ai créé La forêt nourricière en 2010, enfin fin 2010, 2011. Voilà, et donc je fais des formations, du design euh, et de la recherche sur les jardins-forêts depuis pas mal d'années. On va revenir sur ton parcours personnel, sur le début en fait, jusqu'à ta vision justement dans le futur. Mais la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que t'évoque l'école jardin-forêt? Qu'au niveau du jardin-forêt, voilà, il y a une espèce de généralité sur la collectionnite de trucs farfelus qui, des fois, sont envahissants et sont pas bons. Qu'ils veulent absolument mettre des arbres fixateurs d'azote. C'est une espèce de religion, la fixation de l'azote de l'air. Et alors qu'en fait, c'est dans la majorité des cas, en fait, c'est pas utile. C'est pas les fruits, ils ont beaucoup plus besoin de phosphore, de potasse que d'azote. Et on peut voir des beaux vergers qui produisent plein de pommes, de prunes, de pêches, de pois, sans qu'il y ait un fixateur d'azote aux alentours. Donc voilà, c'est beaucoup vraiment de religion, de recettes qu'on trouve dans tous les livres. Donc du coup, voilà, école, jardin, forêt. Quand j'entends ça, je me dis oula, oula, qu'est-ce qu'on va raconter dans cette école? Ouais, ouais, ouais. Méfiance, méfiance. C'est Euh, même pas méfiance, c'est expérience en fait, si tu veux. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui aime bien gratter, quoi. J'aime ouais. bien comprendre pourquoi quand on me dit un truc, et je vais aller gratter pourquoi. Et donc, du coup, voilà, autant école, jardinage biologique, agroécologie, tout ça, je vois qu'il y a quand même, des fois, il y a du recul scientifique, il y a des années de bouteilles. Si on prend les recherches du GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique, on a affaire vraiment à des gens sérieux quand on va se former dans ce domaine. Maintenant, dans le domaine jardin-forêt, permaculture, voilà, j'ai eu beaucoup de diplômés, mais pas beaucoup de gens expérimentés, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça aussi qu'on invite, on vous invite vous, on essaye d'avoir les gens qui ont le plus d'expérience pour avoir leur retour d'expérience justement, pour essayer d'avoir des savoirs les plus justes en fait. Et donc l'école c'est un peu ça. Et toi l'école justement c'était comment de ton côté à l'école? Quand j'étais petit, Ouais, c'était un cauchemar, je suis dyslexique en fait. Je d'accord. passais mon temps à courir derrière un train qui allait trop vite pour moi. C'était un cauchemar. Je suis sorti de là en étant persuadé que j'étais nul, que j'étais un crétin, que j'arriverais à rien, à force qu'on me le répète, à un moment tu commences à y croire. Ouais, Et puis je m'aperçois que j'ai une mémoire d'éléphant, que je suis quelqu'un de très intelligent, et que c'était juste que la pédagogie n'était pas mise dans le bon ordre en fait. Normalement, on est des êtres qui avançons par passion, en fait, par curiosité. ok. Et on mange le savoir à grosse cuillère quand on est intéressé, hein. Tous les mômes, si on leur apprenait à compter, à lire, à écrire en jouant au Pokémon
ou un truc à la noix qu'ils aiment bien, Star Wars, ou je sais pas, un truc qui va les passionner, tu leur apprends à compter avec des histoires de Dark Vador et de Luke Skywalker. En 15 jours, ils savent lire, écrire, et enfin, franchement, ouais, la pédagogie, c'est quelque chose qui doit être vraiment basé sur la passion, l'amusement, la répétition, le fait que tu répètes, tu répètes, tu répètes, vu que tu es curieux et que ça t'amuse. Du coup, tu le fais, tu le refais, tu le refais. Un peu comme les gamins qui jouent au billes ou à l'élastique dans la cour. Ils deviennent bons parce qu'ils le font à chaque pause, à chaque fois qu'ils retournent dans la cour, ils rejouent à l'élastique. Et à la fin, bah, tu commences à maîtriser ton truc. Là, c'est un peu pareil, quoi. Et comment tu as découvert justement la permaculture? Qu'est-ce qui t'est voilà. Comment tu as découvert la permaculture justement? Comment Alors, je t'en arrives là? m'intéressais au bio. Moi, à la base, je viens de la banlieue parisienne. Donc, pas du tout prédisposé à faire de la permaculture, hein. J'habitais les cités en banlieue, enfin, à Ok. côté des cités. Mes parents avaient un pavillon, mais on était juste au bord des villes comme Goussainville, Garches, Sarcelles, enfin bref, les coins mal famés de la banlieue parisienne. Ouais. Et je me souviens bien d'entendre la morceau de Trio, l'hymne de nos campagnes. Donc là, on était en 97, 98, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah, tiens, je suis pas tout seul à avoir des valeurs écolo. Parce que petit, quand même, j'avais des valeurs écolo. Mon père était chasseur, j'aimais bien aller gambader dans la campagne, quoi. Je faisais des cabanes et je voyais bien que le monde tournait pas rond, que la façon dont on détruisait l'environnement m'allait pas, quoi. Et donc, du coup, le fait d'entendre Trio, je me souviens, je ne sais plus dans quelle partie du morceau, mais à un moment, il dit, ouais, allez, prends ton baluchon et puis ça barre-toi de ta banlieue parisienne, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et donc, m'intéressant à l'éco-construction, au jardinage bio, à l'époque, c'était la biodynamie qui était un peu en vogue, au jardinage bio, à tout ce qui me permettait de me réautonomiser, faire son savon, faire ses cosmétiques, découvrir des plantes sauvages comestibles, la bioindication végétale avec Gérard Ducerf. J'ai commencé à me former dans ces années-là, vers 2002, 2003, un truc comme ça, avec Gérard. Et donc, bah, du coup, par hasard, je suis tombé en allant visiter un système de biofiltration, enfin un filtre planté. Je m'intéressais ma compagne, on avait fait des formations avec Eau Vivante sur la filtration pour faire des maisons autonomes, quoi, pour plus avoir de fosses septiques. Et puis voilà, en allant visiter, une nana qui avait un biofiltre chez elle, elle nous a sorti Permaculture 1 et 2, les deux premiers bouquins qu'on avait en France, en français, sur la permaculture. Et j'ai adhéré direct. J'ai fait waouh! Et j'ai vu le premier schéma de jardin-forêt qui existait. C'était un truc avec des triangles et des demi-cercles. Tu vois, ils avaient fait ça avec des formes géométriques pour dire voilà, ça c'est des grands, ça c'est des moyens arbres, puis tu cultives en dessous. Et je me suis dit, waouh, j'adore le concept. Et puis, vu que je dessinais bien de mon métier, à la base, je suis sculpteur, tailleur de pierre, sculpteur. Et donc, j'étais bon en dessin d'art. Autant j'étais pas bon en maths, en français, autant en dessin d'art et en gravure sur table, je me démerdais pas mal. Et en graffiti aussi. Et donc, du coup, j'ai fait un des premiers schémas de jardin-forêt qu'on a pu voir circuler sur le net, sur Internet, avec une lisière de forêt où j'avais mis un peu tous les grands arbres, les moyens arbres, les petits, les lianes, les couvre-sols. C'était un des premiers dessins qu'on voyait circuler sur Internet à l'époque, dans les années 2000, 2007-2008, quoi. Tu te souviens comment il s'appelait ce livre? C'était le livre de permaculture de Bill Mollison, c'est Permaculture 1 et Permaculture 2. Ah oui, 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 les deux. D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, t'es rentré du coup un peu là-dedans grâce à au livre, quoi, finalement. C'est ça, c'est en découvrant le livre. Et puis, j'avais entendu une émission de Ruth Stegasi, c'était Terre à Terre. C'était une super émission c'était sur, je ne sais plus quelle est, France Inter, je crois, ou je ne sais plus, qui interviewait voilà, tous les farfelus de l'agriculture. Donc, elle avait interviewé Jackie Dupetit sur le BRF, et elle avait interviewé Steve Page sur la permaculture. Et donc, Steve Page, c'est le papa des jardins-forêts en France. Steve et Yvonne, ils habitent dans le Limousin, à côté de Limoges. Et c'est le premier à avoir fait un jardin-forêt en France dans les années 80-90, où il avait à peu près 300 espèces de plantes comestibles dans son jardin. Bon, petit à petit, ça s'est enfriché parce que, bon, en vieillissant, il était plus tout jeune, il n'avait plus d'énergie d'entretenir. Mais c'est la première fois que je découvrais un citronnier dans le Limousin qui avait pris des gelées de -20.
un Poncirus trifoliata, et voilà, de découvrir plein de plantes farfelues de toutes sortes. Lui aussi, il avait la collectionnite. Et donc, bah, voilà, quand j'ai vu que, en fait, en France, à cette époque-là, il y avait les pionniers, hein, du jardin-forêt en France, c'était Nicolas Pézeril, Nicolas et Marc Pézeril, qui étaient dans le Morvan. Il y avait, comment il s'appelle, Éric Escoffier, qui était dans le sud. Et il y avait moi qui vadrouillais. Moi, j'étais dans le sud de la France, mais je vadrouillais un petit peu dans toute la France. Puis j'allais visiter les parcs pour découvrir toutes les variétés rares qu'on pouvait avoir en France, quoi. Ok. Et donc voilà, c'était ça un peu le début du parcours, quoi. Du parcours. Et d'après ce que nous dis, le jardin forêt était annoncé dans ces livres de permaculture. Enfin, c'est très lié, quoi. Est-ce que tu vois, le jardin forêt est un concept inspiré de la permaculture? Tu dirais ça, du coup? Ah non, non, la culture multi-étagée, en fait, elle est multimillénaire. Elle est partout dans le monde. Tu trouves ça en Thaïlande, tu trouves ça en Asie, enfin en Chine, dans les îles, dans les Madagascar, Java, tout ça. Le principe, en gros, hein, de se faire envahir par les fruits que tu achetais partout, ça date du Paléolithique, en fait, hein. Donc, le concept de jardin-forêt et de culture multi-étagée, est ancestral. C'est l'agriculture moderne où on a voulu tout raser pour faire du blé à la place qui est plus récente. Mais donc, du coup, c'est ancestral. Et Bill Mollison, essayant de créer une méthodologie de conception écologique, est allé s'inspirer de tout ce qu'il pouvait trouver. Il a fait les quatre coins du monde pour essayer de trouver des façons de vivre de manière pérenne sur Terre, dont la découverte de techniques de culture multi-étagée, que ce soit chez les aborigènes d'Australie ou que ce soit en Afrique, où il était allé au Japon, il avait rencontré Fukuoka. Euh, donc c'était un chercheur, c'était un agroécologue, professeur d'université, et avec David Holmgren, en fait, ils ont essayé de créer un concept global pour pouvoir vivre de manière pérenne sur Terre et d'avoir une culture qui soit permanente et pas une culture qui soit constamment en train de s'effondrer, enfin, d'avoir une civilisation qui puisse tenir au moins aussi longtemps que celle des aborigènes d'Australie, par exemple, qui a quasiment 25 000 ans. Et sur le mot qui serait agroforesterie, Mm. hein, qui est une technique de culture à plusieurs étages, on a mis le mot jardin-forêt, forêt comestible, forêt jardinée, voilà. Et après, si tu veux, j'en parlerai un petit peu. Pour moi, il y a trois concepts différents de jardin-forêt ou de forêt nourricière. Si tu veux, je t'en parle maintenant. En Allez. gros, le premier, c'est la forêt, on pourrait dire la forêt nourricière sauvage, où tu vas observer que tu peux manger les sénelles des aubépines, les petites châtaignes des châtaignes, les glandous du Quercus ilex. Au pied, tu auras des orties, de la lampsane, tout un tas de plantes sauvages comestibles. Et donc, ça va être comment tu agences du sauvage. Donc, on pourrait dire que la spécialiste en France de ça, c'est Natacha Leroux avec Permaforêt, où ça va être connaître un petit peu toutes les variétés de ronces sauvages qui donnent différents types de fruits, les types d'aubépines, entre l'aubépine monogyne, ergot de coque et autres, de connaître toutes les aubépines à gros fruits, les différents azéroliers qu'on va pouvoir trouver en forêt, les cormiers, les sorbiers, tout ça. Donc Mhm. ça, c'est une approche, on pourrait dire, c'est le jardin-forêt un peu sauvage. Ensuite, la deuxième approche, c'est la collectionnite parc botanique, où je vais aller fourrer des trucs qui viennent de partout dans le monde. Je vais aller chercher par-ci, par-là. Des fois, ça pousse pas alors que j'ai payé la plante 40 balles. Des fois, ça pousse, mais c'est dégueulasse. Ou alors, c'est incassable, c'est impossible à sortir de la cosse et tu vas passer 8 ans avant de faire un bol de pistache. Ou des fois, c'est carrément, c'est pas bon et c'est envahissant, quoi. Genre la étriquette, tu vois, ou à la fin, ou l'égopode podagraire, où à la fin, tes voisins, 25 ans après, ils te maudissent parce qu'ils disent c'est lui qui a ramené cette saloperie dans le village. Avant, elle n'y était pas. Maintenant, c'est dans tous les jardins, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est le parc botanique. Et après, le dernier, ce serait comment faire de la culture multi-étagée dans ton jardin en essayant, on va dire, de produire un maximum de fruits et de légumes que tu aimes bien manger, tout en essayant d'économiser du temps. Donc, quitte à utiliser de la bâche plastique d'ensilage de récup ou alors de la bâche tissée de maraîchage, c'est comment vraiment agencer les plantes en les mettant en association
pour que ça produise un max au mètre carré en essayant d'en faire le moins possible. C'est extrêmement riche, quoi. Finalement, il y a jardin-forêt, c'est plus des jardins-forêt, différents styles de jardin-forêt, quoi. Donc, il y a des choses, effectivement, sûrement qui sont, comme tu dis, peuvent être néfastes, d'autres positives. Mais ça a l'air d'être un panel quand même extrêmement large, quoi. Ouais, en tout cas, je sais que les permaculteurs, ils sont pas très très bien vus dans le monde entier parce que c'était les rois pour aller importer des plantes qui venaient pas d'un coin. Et puis je sais qu'il y avait une plante qui était très mise en avant, c'était le kudzu. C'est une espèce de haricot. Donc c'est une plante qui est super productive, hein, qui est super intéressante, mais en même temps super envahissante. Tu vois, c'est le genre de truc dans les tropiques. Tu gardes ta bagnole à côté, tu reviens une semaine après, tu vois plus ta voiture, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, ils ont fait plein de conneries comme ça en important des trucs qui venaient d'un peu partout. Et, euh, et donc, bah, le concept de jardin-forêt, ça peut être un peu, ça peut faire aussi un, un peu pareil, quoi. Bon, on n'a pas emporté beaucoup de plantes très, très envahissantes, mais malgré tout, il faut faire attention. Ouais, ouais, ouais. Attention, warning. Et donc, si on revient un peu à l'origine, donc bon, voilà, t'étais en banlieue. En fait, j'étais anarcho-décroissant. J'étais vraiment en colère. Tu vois, Ok. la difficulté de scolarité, tout le système, l'autoritarisme paternaliste m'agaçait vraiment. Tout Mhm. le système m'agaçait. Et j'étais pour la réautonomisation, quoi. Sauf qu'à l'époque, je mangeais beaucoup de blé, beaucoup de produits laitiers. Et, euh, et je me souviens de faire un stage de four à pain où on avait passé tout le week-end à faire notre four à pain pour finalement faire des pizzas pas cuites et des pains qui n'avaient pas levé. Et j'ai réalisé que waouh, on avait juste fait un four à pain, quoi. Qu'on n'avait pas fait le blé et que encore si on avait fait le blé, on n'avait que des tartines, mais que avant de faire une pizza, avant de faire une tartine de pain beurré avec de la confiture, bah, il fallait des champs, il fallait une baratte, il fallait des vaches, et je me suis dit waouh, l'autonomisation là, ça va être raide. Et franchement, j'en ai fait une dépression sur le moment. Je me suis rendu compte que mon rêve d'autonomie, c'était mort, quoi. Et jusqu'à ce que que je découvre que mes troubles de l'attention et tout un tas de problèmes que j'appelais dyslexie, en fait, étaient beaucoup liés à mon alimentation, en fait, à ce que je mangeais, que le fait de manger beaucoup de pain et beaucoup de produits laitiers, c'est ça qui me donnait des troubles de l'attention. Et j'ai fait le régime signalet. Pas de pain, pas de produits laitiers. Donc au début, j'ai découvert les galettes de polystyrène en maïs et en riz essoufflé, là, que ça vaut une fortune et que ça cale pas du tout. C'est léger. C'est de l'air, Tu quoi. C'est de l'air. peux avaler tout le tube de machin, t'as pas l'impression d'avoir mangé une baguette, quoi, tu vois, ça cale pas. Et jusqu'à ce que j'ai une copine qui me dise, bah, pourquoi tu manges pas des noix, des noisettes, des abricots secs, ça cale bien. Et je me suis mis à déjeuner ça tous les matins, que des fruits secs et des fruits, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais là, avec mon concept de jardin multi-étagé, là, de jardin-forêt à la permaculture, genre Bill Mollison, mais avec ça, noix, noisettes, amandes, châtaignes, tout ça, je peux faire pousser chez moi. Des abricots secs, des prunes séchées, des pommes, des poires séchées, tout ça, j'ai juste à avoir un déshydrateur. Et en fait, je suis autonome. Je suis autonome en petit-déj jusqu'à la fin de mes jours. Là, je fais un jardin-forêt. Je suis autonome en petit-déj, quoi. Et quand je me suis après rendu compte qu'en fait, ben, tu rajoutes un peu de poule, tu rajoutes un peu de culture maraîchère traditionnelle bio au milieu de ça, tu fais une clairière au milieu de ton jardin forêt et en fait, je pouvais être autonome quasiment en tout, quoi. Bon, après, c'est pas un but en soi hein, de devenir ermite et puis d'essayer d'être absolument autonome en tout. Les carottes, par exemple, je me fais pas chier à les faire, je préfère les acheter à un pote maraîcher Mm. parce que c'est chiant à faire les carottes et que dans le jardin forêt c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce qu'on a beaucoup de limaces quand même, on a beaucoup de il y a tout un tas de trucs qui vont pousser très très bien tout seul, il y a tout un tas de trucs qui sont un peu plus galères à faire pousser dans un jardin forêt. Mm, mm. Mais donc voilà, c'est ça un peu qu'est-ce qui m'a amené à vouloir développer le jardin forêt, c'est le fait que déjà il y avait personne qui s'y intéressait à l'époque Mm. et que j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un concept qui permettrait de nourrir l'humanité de manière pérenne, tout en fixant le carbone de l'air, voilà, tout en donnant un sens, puis en ramenant de la biodiversité en plus, quoi. Ouais, donc tu as le côté motivation pour être un peu autonome avec ta production et que ça soit mieux pour ta santé, quoi. C'était un peu Ouais, ça là.
et puis philosophique, tu vois. Mm. Ça comblait à la fois mon besoin revanchard tu vois, Ouais. d'être contre le système, Mm. tu vois, à la fois du sens écologique de me dire, chez moi, il y a plus de papillons, il y a plus d'insectes que chez mes voisins, quoi. À la fois me nourrir, en même temps, ça nourrissait mon besoin de curiosité, de m'émerveiller, de découvrir des trucs, d'être chercheur, tu vois, d'essayer Mm. d'associer les plantes entre elles pour voir, tiens, là, il y a des ours, c'est ce qui va pousser au milieu des framboisiers, voyons voir, tu vois, de combler un besoin de chercheur curieux, quoi. Donc ça comblait un peu tout en même temps, quoi. Et justement, quels ont été les défis que tu as dû relever par rapport à ça, justement? Parce qu'au début, ça devait pas être simple. Est-ce qu'il y a eu t'as rencontré des difficultés pour arriver Ah à ouais, ça? tous les échecs, quoi. J'ai essuyé tous les plâtres que je conseille de pas faire dans mes bouquins et dans mes formations Hmm. maintenant. Mais ouais, de faire des mauvaises associations, de mettre des plantes qui soient envahissantes, d'acheter des trucs qui valent une fortune, et puis que finalement, ça poussera pas. Enfin, tu vois, comme tout le monde, je découvrais, donc j'avais la collectionnite, je voulais découvrir tant que j'avais pas goûté, que je savais pas, et donc j'avais vu un type, là, c'est un Anglais qui avait mis des araucarias, il disait que ça faisait des pignons de pain de 5 centimètres. Je me disais, waouh, il me faut ce truc, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que ça va mettre 40 ans avant de faire des pommes de pain, que les pignons de pain, ils sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses, hein. Vraiment, c'est le truc, c'est farineux, ça a un goût, t'arrêtes pas de rôter, tu fais des gaz après, ça, t'as la bouche toute anesthésiée. Enfin, c'est le truc, c'est pas bon, tu vois. Et tout ça pour ça, et j'ai pas arrêté, mais j'ai pas arrêté, hein, d'éplucher des bouquins, d'acheter des trucs qui venaient de l'autre bout de la planète, des cocotiers du Chili, des trucs pour découvrir, tout ça pour ça, quoi. Ouais. Ouais, Et, ouais. et je me suis aperçu qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, mais c'est tout con, les êtres humains, ils sont pas cons. Si les gens aiment ça, on leur en vend, donc il y a de l'argent à faire. Donc si tout le monde connaît les framboises, les prunes, les pêches et les brugnons, Hmm. et que personne connaît trop les fruits du Leicesteria formosa ou du machin, c'est peut-être parce que c'est pas très, très, très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est comme tu dis, c'est une genre de collectionnite que les gens ont beaucoup, hein, que moi aussi je peux avoir, voilà, parce que je suis curieux de découvrir des nouvelles variétés. Il y a un côté aussi pour ramener, c'est ramener plus de biodiversité, etc. Donc il y a ce truc de collectionnite, effectivement, un peu. Et toi, donc du coup, avec le temps, tu as eu ça au début. Et petit à petit, tu t'es dit que bah, tu as peut-être sélectionné des variétés qui sont plus intéressantes au niveau du goût, etc. En fait, je Tu vais as être moins sincère avec toi. diversifié. En 2014, j'ai fait un burn-out Ok. parce que j'organise une formation jardin-forêt chez un de mes voisins qui était arboriculteur bio depuis plus de 15 ou 20 ans, quoi. Mhm. Et je sors ma science, je colporte les conneries que j'avais appris avec l'Université populaire de permaculture. Donc des histoires de vergers potagers avec l'alternance d'arbres qu'il faut pas, tu vois, mettre les pommiers les uns à côté des autres, sinon tu as le carpocaps qui va passer d'une pomme à l'autre. Donc il faut mettre des noisetiers entre et puis il faut mettre des arbres fixateurs d'azote pour l'azote et tout ça. Et le mec, il me rentre dans l'art, Fred, il me rentre dans l'art, il me dit, mais attends, moi je vais vivre de quoi avec ton truc là? Parce que moi je suis producteur de pommes, hein, pas de noisettes, de poires, de trucs et de tout biodiversifié. Moi, la Biocoop, ils vont pas m'acheter 3 poires, 2 châtaignes ils vont m'acheter des pommes si j'en ai en quantité. Pour que je les fasse en quantité, bah faut que je vive de ça. Maintenant, tu nous dis qu'il faut mettre des arbres fixateurs d'azote. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'azote. Il fait, moi, je mets pas d'azote, hein, je mets du fumier tous les 4 ans chez moi et j'ai des pommes tous les ans. Donc, du coup, c'est pourquoi vous voulez mettre des arbres fixateurs d'azote? Mm. Et puis, vraiment, il m'a posé des questions, il m'a complètement déstabilisé, quoi. Et puis, la semaine d'après, je vais faire visiter mon jardin qui était en Bretagne, donc où j'avais fait un parc botanique, quoi. Et puis, c'est un mec qui me prend à la fin, qui me dit, ouais, la forêt nourricière, la forêt, ouais, mais nourricière, t'aurais pu faire un carré de patates quand même, parce que ce soir, tu vas manger quoi, là? Des culs de rania tata machin, ou tu vas manger comme tout le monde des trucs qui viennent du supermarché. Et bam, c'était vraiment le coup fatal, tu vois, où vraiment je me suis retrouvé face à mon concept de jardin-forêt. Je me suis dit, t'es un roublard. Mm. En plus de ça, des cocotiers du Chili, t'en as plein dans la pépinière. Vu que tu avais récupéré des trucs, t'es des semis, et maintenant tu sais que c'est une merde qui va mettre. Le cocotier du Chili, il peut mettre 150 ans avant de donner les premières noix de coco. C'est un truc à une croissance tellement lente
que l'herbe, elle va le tuer tous les ans, tu vois, tous les ans, il va falloir que tu tondes autour pour qu'au bout de 25 ans, ton truc, il fasse 1 mètre de haut, tu vois. Et il donnera ses premiers fruits au bout de 150 ans. Coco du Chili, quoi. Ah ouais. Le Mais ça pousse cocotier ici, du ça? Chili, ouais, ça pousse ici, ça résiste à -12. Donc moi, j'étais content. Ça peut aller jusqu'à 15-20 mètres de haut. Donc du coup, je l'avais mis dans les grands Hmm, arbres, tu vois. hmm. J'étais content. J'avais une plante de plus dans la strate 7 du jardin forêt. Enfin bref. Et je me souviens d'être là face à mes cocotiers du Chili. J'ai des stagiaires qui me font, c'est quoi ça? Je fais, bah, c'est du cocotier du Chili. Ils me font, ça peut pousser ici. Je fais, ouais, ça résiste à -12. Mais ils sentent bien dans mon langage non verbal qu'il y a un problème, quoi. Ils me font, mais c'est intéressant. Je fais, non, je t'ai pas assez clair. Ça va mettre 200 ans avant de donner des fruits, quoi. Et je Ouais. me suis rendu compte que dans ma pépinière, moi, j'avais plein de trucs fixateurs d'azote, tu vois, des féviers d'Amérique, des trucs. Et je me suis dit, mais je peux plus, j'ai un rapport au mensonge qui est assez direct. C'est qu'en fait, quand j'étais petit, vu que j'étais un peu mythomane, je me suis mis de mentir comme un arracheur de dents à dire la vérité à n'importe qui, que j'étais capable de dire au directeur de mon lycée que je vendais du shit. Tu vois, j'avais plus de filtre en fait. Ouais. J'avais l'impression que n'importe qui pouvait voir si je mentais. Donc du coup, bah, je mentais plus. Et donc j'ai un rapport au mensonge. Je supporte pas de mentir, de pas être vrai, de pas être clair. Et donc du coup, bah, j'ai tout viré, enfin toutes les plantes que j'avais dans la pépinière. Je me suis dit, je peux pas mentir aux gens et je vais pas leur vendre des merdes. Et donc vraiment, ça a été un burn-out. C'était merde, je suis un roublard. J'entourloupe les gens avec un concept qui est du charlatanisme en fait. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, à pas endormir, je me suis dit, non, mais attends, en fait, le concept de jardin-forêt, il est génial. La culture multi-étagée, c'est génial. C'est juste un collectionnite à la con qui est nul et qui va pas nourrir l'humanité. Et donc maintenant, tu vas consacrer toute ton énergie à connaître les meilleures variétés de pommes, de prunes, de poires, de pêches qui soient résistantes aux maladies. Tu vas essayer de faire des agencements, de faire pousser des patates douces, des pommes de terre sous tes arbres, essayer de voir s'il faut tailler les racines des arbres, quel porte-greffe il faut prendre. Et de nouveau, je redonnais un champ d'action à ma curiosité et à mon côté chercheur, un peu scientifique, quoi. Et tout en gardant le concept de jardin-forêt, mais donc en allant vers une culture multi-étagée plus productive, quoi. Ouais. Qui te correspond plus, quoi, du coup. Ouais, enfin, en tout cas, qui me permettait de me sentir bien dans mes basques à transmettre ce que je transmettais, quoi. Ouais. Ouais. Bah, je veux pas rentrer dans trop des débats, même si ça peut être intéressant aussi, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion notamment d'aller voir la forêt gourmande. Il y a beaucoup d'espèces effectivement différentes, où ils développent aussi une cuisine un peu différente. Euh, enfin, est-ce que ça peut pas être une autre option aussi d'avoir d'autres goûts? Parce que le goût finalement c'est un peu subjectif aussi. Donc toi tu peux aimer, un autre peut ne pas aimer, et inversement. Euh, après tout dépend, parce que là tu soulèves un point primordial, c'est le côté agricole, c'est-à-dire que on a besoin de se nourrir et la plupart des gens sont habitués aussi à manger des choses consistantes, j'imagine aussi, consistantes et des fruits, des légumes qu'on connaît. Donc effectivement, quand on arrive avec un autre végétal différent, Moi, si tu veux, qu'est-ce que tu en penses? mon but de militant à l'époque, c'était trouver une autre solution pour nourrir l'humanité. Et quand ce type, il est venu me foutre les doigts où ça faisait mal, de me dire, mais tu les manges, là, tes culs de ragna, ta tricus pitata et tes cocotiers du Chili, là, tu vas manger quoi, en fait? Et je me suis rendu compte que je mangeais surtout un beau concept. Hmm. Euh, et que d'avoir des sorbopyrus, des pyrocidonia, tu vois, des hybrides de trucs de fruits rares, qu'en fait, c'est moins bon que les poires, quoi. Et Ouais. qu'à la fin, j'avais plus de place. Je me retrouvais avec plein de places prises par des trucs farfelus. Et au lieu d'avoir des bonnes poires résistantes aux maladies, des bonnes pommes. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens étaient dans mon cas, en tout cas, que ce soit mes clients dans le design, des néo-ruraux, tu vois, qui eux, des fois, avaient la collectionnite aussi, hein, voulaient découvrir. Mais dans l'absolu, je rencontrais quand même beaucoup de gens qui disaient, bah, moi, je veux pouvoir nourrir ma famille. Et Hmm. mes enfants, ils ne mangent pas des trucs, les Cesteria formosa qui ont le goût de caramel, là. Tu le manges, ça a le goût de caramel, mais au bout de la 10e, 15e bec que tu manges, tu as un espèce de truc un peu écœurant et tu t'aperçois que tu ne vas pas t'en empiffrer.
Par contre, des mômes, tu les fais aller dans des framboisiers, ils reviennent, ils sont tout violets, ils en ont mangé 1 kilo sans s'arrêter, tu vois. Mhm. Faire des cuirs de fruits avec des framboises, des tailleberries, des trucs très intéressants. Super, faire des cuirs de fruits avec du sureau comme conseil Martin Crawford. Le truc, c'est pas bon en fait. Alors il te dit, oh, t'as qu'à rajouter un peu de framboise pour parfumer le goût. Mais à ce moment-là, pourquoi t'as mis du sureau en fait? Laisse-le sur les arbres pour les oiseaux, tu vois. Et fais des cures de fric avec tes prunes, et tes mirabelles et tes framboises, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si tu ferais une conception d'un jardin-forêt comme toi tu le préconises, quelle serait donc, qu'est-ce que tu conseillerais comme bonne pratique? Donc pas mettre trop de choses qu'on connaît pas finalement, aller sur des choses qu'on connaît, des aliments, des plantes assez simples, etc. Alors, si tu veux, le sujet est vaste, parce que pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez télécharger les 7 conseils du jardin forêt productif sur mon site internet. D'accord. Et pour s'abonner à la newsletter, tu reçois ça. En fait, tu as juste à cliquer. Enfin, quand tu vas sur le site, normalement, tu as un pop-up qui te dit Ok. télécharge les 7 conseils. Ok. Donc, en gros, c'est ouais, arrêtez de faire de la collectionnite, goûte les trucs avant de les mettre dans ton jardin. Si tu sais pas quel goût ça a, des kakis, voilà, commande-en sur Internet si tu n'en trouves pas au marché autour de chez toi. Mange-en, goûte, si t'aimes, mets-le. Ok. Mais prends pas des espèces farfelues dont tu sais pas. Les azimines, tu vois, par exemple, c'est une espèce de manguier rustique. Moi, j'aime bien le goût, tu vois, ça a un goût entre une texture un peu comme la banane ou l'avocat, ça part en purée, et tu vas avoir un goût entre la banane, la mangue, la goyave, tu vois, des parfums un peu subtils. Euh, mais c'est un arbre qui vaut super cher. Il va mettre 7-8 ans avant de commencer à donner les premiers fruits. Ça a une croissance très lente. Donc, du coup, si tu mets 7 ou 8 ans avant de découvrir, j'aime pas ça, euh, voilà. Donc, j'aurais tendance à te dire, goûte les trucs avant de les foutre chez toi. Ensuite, respecte bien la morphologie des plantes en fonction des porte-greffes que tu vas choisir. Les 3 quarts du temps, tu vas planter trop serré à cause de ta collectionnite et finalement, tu vas produire que du bois. Ensuite, fais bien attention à tout ce qui va être variété, de choisir les variétés qui soient résistantes aux maladies. Essayer de prendre les trucs qui soient les plus rustiques. Et pas forcément. Donc, en gros, si je te conseille de mettre une vigne, va falloir qu'elle soit résistante aux maladies. Donc, très souvent, et j'ai vu plein de vidéos circuler sur Internet, et des gens qui parlent des vignes interdites. Le Noah, l'Isabelle, le Clinton, Jacquet, l'Auberlin. Mhm. Voilà, toutes les vignes, je les ai toutes eues. Ils sont tous complètement obsolètes. Mais complètement obsolètes. C'est des raisins qui sont tardifs, peau épaisse, plein de pépins, chair gélatineuse, pas beaucoup de jus. Alors qu'en fait, si ce que tu veux, c'est avoir ces petits goûts qu'on appelle le goût foxé, le goût de fraise, framboise, là, bah, tu peux avoir des raisins comme Ainset ou Reliance ou je sais pas moi, Laquemont, qui sont peau fine, sans pépins, beaucoup de jus, plus productifs, précoces. Tu te dis pourquoi je m'emmerde à collectionner les vignes interdites qui sont pas bonnes comparées à celles-là, quoi. Et pareil sur les framboises, tu vas avoir, si tu veux, quand on montrera le diaporama, je te montrerai toutes les perles rares que j'ai pu trouver. J'ai des framboises, elles sont grosses comme des pièces de 2 euros et elles sont super parfumées. Des figuiers qui vont donner des figues de la taille de poire, quoi, et qui donnent 2 fois par an, et qui en plus sont très bonnes. Donc, de choisir en fait les variétés les plus intéressantes, surtout si tu n'as pas beaucoup de place, quoi. Et justement, comment tu fais? Parce que bah, si tu vas en pépinière, etc., il n'y a pas forcément les fruits à goûter, tout ça. Comment tu procèdes? Tu te balades, tu vas chez des amis, tu goûtes des framboises, tu te dis celle-là elle est bonne, donc tu la boutures. Comment tu choisis finalement Bah, si t'as... concrètement, tu vois, des framboisiers géants, c'était en prenant les catalogues de production bio. Mhm. Je cherchais les variétés les plus précoces, les plus grosses, le plus gros calibre. Et puis, du coup, j'achetais la plante. Mhm. Et quand je voyais qu'ils disaient que c'était résistant aux phytophthora, résistant aux maladies, gros calibre, facilité de récolte, je me disais, ah, là, on a l'air de tomber sur un cheval de course, quoi. Donc, je les ai un peu toutes achetées, ces variétés de framboises. Et puis, à la fin, je garde la crème, quoi. Donc, Donc tu testes. je teste, ouais, c'est ça. Mhm. J'allais dans les conservatoires. Un des plus gros conservatoires fruitiers qui est en France, c'est le Jardin des Escoubilles de Raphaël Colicci. C'est le père de
de Rémi Colici qui tient la pépinière du Bosc. Son père, il a, je ne sais plus combien, il doit avoir 50 ou 60 variétés d'Asie minier, de 50 variétés de mûrier, 50 variétés, il a tout, enfin, il doit avoir 250 variétés de vignes. Enfin bref, il collectionnait tout, donc d'aller là-bas, je goûtais. Je suis allé par exemple aussi à Pépinière Beauharmy, c'est lui le spécialiste en France de la vigne. Et donc, du coup, Vincent, il m'a fait goûter, je sais pas, au moins, bon, à la fin, j'étais à moitié bourré tellement j'avais mangé de raisin, tellement je fermentais d'avoir mangé du raisin du matin au soir. Mais j'ai dû goûter quasiment 50 ou 60 variétés de raisins dans les raisins les plus résistants aux maladies. Et là, je me suis dit, waouh, putain, va falloir arrêter de tout collectionner parce qu'il y en a trop là. Et donc, c'est concentre-toi sur allez, une dizaine de variétés les plus intéressantes de chaque espèce de fruit, quoi. Et comment tu multiplies ces espèces? Est-ce que tu as une petite pépinière, etc. Ou est-ce Alors que ça, tu dès le achètes tout? départ, en fait, j'avais fait une pépinière parce que vu que je roulais vraiment pas sur l'or, j'avais du mal à acheter les plantes. Donc c'est souvent quand en fait j'en produisais, je faisais du troc sur les marchés. Euh, y avait déjà une Cécile Trou qui a la pépinière Septembre et je sais plus comment elle s'appelle sa pépinière qui est à Albi. Moi j'habitais à Albi et Cécile je la croisais 2 ou 3 fois par an en fait sur les marchés. Et donc c'était très souvent qu'on faisait du troc. Et c'est avec elle que j'avais découvert qu'il y avait des papayers qui pouvaient pousser en France, elle collectionnait un petit peu tout ce qui était farfelu et comestible, et les poivriers du Sichuan Mm. et autres. Et donc, vu que j'avais pas beaucoup de sous, je produisais beaucoup de plantes qui me permettaient de faire du troc avec les autres, quoi. Voilà, et puis j'allais choper des boutures, j'allais choper des greffons. Une fois que tu sais greffer, tu vois, j'allais dès que j'avais un copain qui avait une variété de pommes ou un producteur de pommes, tu vois, qui est à côté de chez moi, qui avait des pommes comme la Gold Rush, par exemple, hein, c'est la Golden Delicious, mais en version résistante aux maladies et plus sucrée. C'est une pomme qui avait un écusson R, là, tu sais, en tant que particulier, on ne pouvait pas l'acheter. Du coup, j'allais taxer des greffons et puis, et puis je la multipliais moi-même dans le jardin, quoi. Ah, c'est vrai que les greffons, finalement, c'est gratuit. Quand on sait greffer, c'est vrai que c'est quand même très, très utile, quoi. Et tu aurais un exemple de combinaison, enfin, d'une plante qui est le meilleur rapport qualité quantitatif de par tout ce que tu as pu observer, C'est toujours expérimenter? difficile quand tu me demandes moi un exemple parce que j'en ai toujours 1000 en tête. Si tu veux, C'est le pour mieux, donner aux gens, tu vois, qu'ils aient une idée. en fait, le mieux, ce serait que je monte le diaporama là, Ouais, bah on verra après. Ok, ça marche. Ok, ok. Et donc du coup là, avec tes 20 ans d'expérience, enfin c'est énorme quoi. Ça fait un moment que des années 2000, tu disais. Ah ouais. Euh, Comment tu vois l'évolution justement de la permaculture? Comment tu vois où on va avec ces jardins-forêts, avec ces forêts nourricières? Comment tu vois l'avenir pour ces pratiques? Je suis mitigé en fait. Moi, pour moi, il y avait un avant et un après la ferme du Bec et Loin. Avant la ferme du Bec et Loin, les permaculteurs, on était pris pour des branleurs, fumeurs de pétards, grands concepts, tu vois, plein de théories, mais alors, Mm, par manger des orties et fumer des joints, ils produisent pas grand-chose, les permaculteurs, à part des grands concepts. mm. La ferme du Bec et Loin a vraiment retourné ça, a montré qu'on pouvait faire une ferme magnifique, que le design en permaculture, c'était pas une espèce de religion où le sol doit toujours être couvert, que c'était des techniques d'agroécologie et que c'était plutôt un concept global. Et donc, à partir de 2017-2018, quand ils ont commencé à faire leurs recherches sur le maraîchage en permaculture et ensuite sur le jardin-forêt, d'un seul coup, ça a pris un coup de sérieux. On a commencé à faire des formations en permaculture dans les CFPPA. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu s'installer avec le concept de permaculture en version agricole. Donc il y a eu un vrai essor. Et là, depuis la crise du coronavirus, il y a eu, enfin, ça a été, on va dire qu'il y a une nette, à la fois progression du concept, de beaucoup plus de gens qui veulent faire ça dans leur jardin, et en même temps dans le monde professionnel, beaucoup d'agriculteurs bio qui ont fermé, qui ont plié boutique. Enfin, la bio prend cher là, hein, avec la récession économique. Il y a eu beaucoup de biocoop, de magasins qui ont fermé. Et donc, on pourrait dire que le concept du bio a tendance à reculer avec le nouvel ordre mondial, en fait, hein, qui la mauvaise, parce que ça fait à peu près 90 ans qu'ils essayent de faire leur concept de bouffe industrielle, sans vitamines, sans nutriments, pleine de pesticides, qu'empoisonnent les gens, qu'empoisonne l'eau, qu'empoisonne l'air.
La bio a fait que grandir, grimper des années on va dire 50, 60 jusqu'aux années 2000, 2010. C'était en progression, ça faisait un 200% chaque année. En fait, hein, le truc était en croissance. Mhm. Et là, on voit clairement une nette régression depuis la crise du coronavirus, où on pourrait dire le nouvel ordre mondial essaye vraiment de mettre une chape de plomb sur tout ce qui est, on pourrait dire, sur tout ce qui est positif, hein, sur tout ce qui est régénération de la terre, régénération de la santé, le concept d'agroécologie, d'agriculture bio, de permaculture va à l'encontre totale, va dans le sens total inverse de la société de loisirs et de consommation qui lutte contre l'environnement, qui veut soigner les arbres, soigner le blé, soigner tout avec des produits chimiques. Et donc, ouais, c'est un concept qui va à contresens. Donc, je vois bien, on pourrait dire, la façon dont il y a une espèce de chape de plomb là, qui est en train de tomber sur ce concept. Et c'est les gens comme nous, les particuliers, en fait, qui vont vivre le truc. Mais autrement, il n'est vraiment pas soutenu dans dessous, quoi. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent créer leur propre forêt nourricière? Un conseil pour les débutants et pour les gens un peu plus avertis, quoi. Suivez pas les conseils de ce qu'on vous met dans les bouquins. Ouais. Ne plantez pas d'arbres fixateurs d'azote, mettez pas les grands arbres en premier. Vous voyez, dans le bouquin de Martin Crawford ou dans la majorité des bouquins, ils vont Mhm. vous dire qu'on installe en premier, c'est les grands arbres. Mais non, mais non, parce que dans 3 ans, quand tu vas t'apercevoir que tu as fait une connerie, si c'était d'avoir placé des annuelles, tu t'en fous, elles ont disparu, c'était des annuelles. Si c'était des framboisiers, des cassissiers, tu peux les déplacer, les remettre ailleurs. Mais ton noyer, ton châtaignier, que tu as planté trop serré ou que tu n'as pas choisi une bonne variété, eh ben, dans 3, 4 ans, c'est foutu. Tu ne peux plus le déplacer. Donc là où tu peux faire des grosses conneries, c'est avec les grands arbres, c'est avec les arbres. Donc moi, j'aurais tendance à te dire, fais un bon design, prends le Mhm. temps de bien réfléchir, commence à faire des fraises, des noix, enfin, à faire des petits fruits, des fraises, hein, des framboises, des cassis, des groseilles, tout un tas de trucs qui vont te donner cette année, voire l'année prochaine, et donne-toi le temps de faire un bon design. Entre-temps, tu pourras commencer à préparer tes cultures, mettre des bâches, faire des courges, faire tout un tas de courges que tu pourras garder tout l'hiver et qui seront très productives au mètre carré, qui seront très intéressantes. En attendant de choisir les bonnes variétés, de bien les espacer, de te poser les bonnes questions, enfin de faire un design qui soit réfléchi, quoi. En gros, ce que j'aurais tendance à dire, c'est vraiment, vous précipitez pas. Un bon design, c'est réfléchi. Et si vous vous précipitez, comme moi j'ai pu le faire, hein, c'est d'expérience que je vous dis, parce que tu as un truc au fond de toi qui fait qu'il faut que tu plantes des arbres pour fixer le carbone de l'air et de Mhm. machin, d'aller faire du chop and drop comme on conseille dans la syntropie. Tu vois, la syntropie, pour moi, c'est un truc qui est merveilleux au Brésil, hein, dans des zones d'agroforestières tropicales, parce que là-bas, il tombe 200 mm de pluie, 2000 mm de pluie par an, 2 mètres cubes d'eau par an par mètre carré. Donc, ça tombe à saut, la flotte, là-bas. Et donc, les sols se lessivent. Donc, là, ces techniques de culture syntropique, elles sont vraiment faites pour protéger et créer du sol à un endroit où il n'y en a plus parce que tout a été lessivé par l'érosion. Mais quand tu pratiques ces pratiques en France, que tu vas t'amuser à planter trop serré pour aller faire du chop and drop, aller mettre des noisetiers entre, j'en ai vu qui avaient fait ça, mettre des noisetiers entre leurs pommiers pour aller les tailler. Mais tu dis ça à un arboriculteur, il va te dire, mais t'es malade, tu vas y passer toute ta vie à faire de l'humus, là. Tu vas passer tous tes week-ends à aller tailler tes arbres et en plus, tu pourras plus te barrer en vacances parce que tes noisetiers, en fait, une fois qu'ils vont s'implanter, si tu les laisses faire entre pommiers et noisetiers, ben, c'est les noisetiers qui vont gagner, quoi. Et donc du coup, tu crées un forfait. Je vais devoir tailler toute ma vie, en fait. Et tout ça pour produire de l'humus, alors qu'en fait, tu aurais fait un diagnostic de sol, tu te serais aperçu, ah, mais mon sol, ça va, il a une bonne quantité d'humus. Et puis, si ce que tu voulais vraiment, c'était ajouter de l'humus, tu fais du purin avec tes mauvaises herbes, tu rajoutes du broyat que tu vas chercher à la déchetterie, tu arroses tout ça avec du broyat, et tu fais gagner 30 ou 40 ans de création d'humus en un an, tu vois. Mhm. Il y a plein de méthodes si ce que tu veux, c'est créer de l'humus sans avoir à y passer tes week-ends, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ça va avec l'étude, la conception, l'analyse de sol, enfin, connaître son sol, etc. Pour Eh, savoir ce qu'il faut faire. j'en ai vu en Belgique là, qui avait fait la technique Miyawaki. Alors, en parlant avec Perrine du Bec et Loin, elle me fait moi, je suis allé au Japon, j'ai tout cherché sur Miyawaki, il est inconnu au Japon, hein, il n'y a pas de Miyawaki au Japon.
et où en fait ils plantent tout trop serré. En fait, c'est Mm. des pièges à carbone, tu vois, ils plantent tout trop serré. Donc en fait, ça te coûte une fortune en plante où tu vas tout planter trop serré. Et du coup, il y en a plus de la moitié qui vont Qui crever en meurt, fait, ouais. parce qu'elles Mm. vont se faire. Et j'ai vu des gens, alors ça va, c'était des riches en Belgique, mais des gens qui ont claqué 7-8 000 balles, tu vois, pour transformer un bout de leur terrain en une espèce de friche dense, où au final, concrètement, t'aurais rien fait, t'aurais attendu 20 ans, ça faisait la même chose sans avoir dépensé un copec, quoi. Simplement en laissant les oiseaux venir chier des graines d'aubépine, de prunelier, des sénelles d'aubépine, des merises de merisier. Laisse un terrain en friche et tu vas voir, tous les oiseaux, ils vont venir se nicher dedans, ils vont chier partout des graines et ça va pousser tout seul, tu vois. Tu t'es juste fait chier pour rien et ça t'a coûté une fortune. La Donc nature le voilà, fait, quoi. Mm. moi, le conseil que j'aurais à dire, c'est soyez critique, ayez un regard critique, soyez sceptique, Mm. allez voir ce qui marche, allez, allez voir des gens qui ont de l'expérience, en fait, hein, que ce soit dans les parcs botaniques ou si vous voulez mettre une vigne, allez demander à des gens qui en ont une trentaine et qui vont vous dire, ouais, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top. Après, le reste, voilà, c'est ça que j'aurais conseillé aux gens. Super, merci beaucoup. On finit enfin on finit tranquillement. Quel projet accomplissement es-tu particulièrement fier au niveau de la forêt nourricière? Est-ce qu'il y a un projet où tu te dis, voilà, tu es vraiment fier de ça? Et est-ce que tu aurais, à contrario, un échec que tu as pu constater? Ouais, j'en ai fait tellement des trucs, j'en ai fait tellement des tests. Ouais, d'avoir découvert que les framboises associées à la consoude naine, ça Mm. continuait de produire et du coup, j'avais pu désherber mes framboisiers. J'ai passé toute mon enfance à devoir désherber les framboisiers pour récolter les framboises. Et ouais, j'étais content quand j'avais découvert cette association. Génial. Ouais, Mm. mais après, maintenant, j'en reviens parce qu'en fait, la consoude naine, elle est très envahissante. Donc, du coup, elle va se barrer partout dans ton jardin. Et j'aurais tendance à conseiller aux gens de ne plus le faire maintenant. Mais sur le moment, j'étais fier, j'étais content d'avoir découvert Ça évolue, quoi. Ça ça évolue. Des fois, on se dit ça c'est top. Après, bon, on prend du recul, on se dit bon, finalement, c'est moins bon. grâce à cette expérience, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok, super. Et allez, on finit par les trois petites questions. Donc une ressource, donc un livre, une musique, ce que tu veux, une plante ou une famille de plantes, et un mot pour les générations futures, s'il te plaît. Bah, dans les bouquins sur les jardins-forêts, Ça peut être j'aurais autre tendance chose, à hein. conseiller soit les miens, soit ceux de la ferme du Bec et Loin. D'accord, C'est les seuls que je trouve sérieux. ok. Euh, voilà, après les autres, il y a des fois qu'il y a certaines parties intéressantes, mais Ou il y des a beaucoup livres de... qui t'ont inspiré, autres, hein, ça peut être d'autres thèmes. Oh, alors là, c'est tellement vaste parce que je m'intéresse aussi à la synergie dans les rapports humains. Ouais, Et donc, du coup, c'est tellement vaste que ouais, le pouvoir du moment présent de écartolé. ok. Après, euh, ouais, t'as Jamais seul de Marc-André Sellos, Hmm, c'est intéressant. hmm, T'as l'Encyclopédie des plantes bioindicatrices de Gérard Ducerf. hmm. Ça aussi, c'est passionnant. Bon, voilà. Super, non mais top. Une plante que tu affectionnes, j'imagine, voilà, on les aime un peu toutes, c'est compliqué de choisir dans tout ça, mais je sais pas ce qu'il y a. La prune cœur de lion Morettini. Ah, ouais, c'est très précis ça. C'est Ok, une prune qui est énorme, qui fait jusqu'à 60-70 grammes, qui est hyper bonne, hyper juteuse, et qui est en forme de cœur, d'où son nom, cœur ah de lion chouette. Morettini. Et Ok, qui est dans le diaporama, je pourrais la montrer, vous allez voir le bestiau. avec plaisir. Et un mot pour les générations futures qui t'inspire et qui peut inspirer du coup les autres. Allez guérir vos blessures intérieures. Le jardin d'Éden, c'est à l'intérieur avant tout, parce que vous allez traîner vos casseroles dans votre jardin forêt et dans votre truc. Et pour les générations futures, si vous voulez pas transmettre vos casseroles, allez les nettoyer. Ok, super. Ok, guérir son fort intérieur. Ouais, guérir les parts blessées de notre enfance, tu vois. Moi, derrière le dyslexique que j'étais, il y avait une part de moi blessée qui se croyait nulle, qui était vraiment nulle. Et donc, du coup, j'avais des parts gardiennes qui essayaient de protéger ce nul, qui était du coup hyper violente. J'étais très bagarreur. Dès que je me sentais humilié, ben, du coup, je voyais rouge et je sortais de mes gonds.
Et il y avait une part qui était hyper perfectionniste, tu vois, du coup, vu pour pas être nul, et bah, du coup, je vais tout faire. Mais du coup, cette part perfectionniste, ben, elle me pourrissait la vie. D'être trop perfectionniste, en fait, du coup, tu finis jamais ce que tu fais parce que c'est jamais parfait. Mm. Euh, et il y avait une part démissionnaire aussi, une part qui disait non, laisse tomber, Franck, de manière, t'es trop nul, tu n'y arriveras pas. Alors, si c'est pour te prouver une fois de plus que t'es nul, n'essaye même pas. Et en fait, quand tu traînes ces casseroles, bah, du coup, tu fais rien de ta vie, tu fais rien de tes 10 doigts, t'oses pas parce que tu as peur du jugement, de la critique. Et quand j'ai commencé à guérir mes blessures intérieures, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout peur de la critique, j'avais plus du tout, du coup, peur d'être critique, de me mettre dans le champ d'être critiqué. Parce qu'en général, quand tu critiques, tu vas être critiqué. Quand tu te mets sur la place publique, sur l'agora, et que tu ouvres ta gueule, forcément, tu vas trouver des détracteurs, des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, quoi. Mm. Et avant, j'étais terrorisé de ça, du jugement des autres. Je me sentais fragile à l'intérieur, tu vois, un peu comme un insecte, tu vois, qui a une carapace, mais c'est liquide dedans, tu vois. Et que là, en guérissant mes blessures intérieures, c'est comme si le squelette, il était devenu à l'intérieur. Donc le dur, c'est à l'intérieur, c'est costaud, c'est incassable. Et par contre, ce qui est à l'extérieur, c'est la chair de mes croyances, de mes pensées, de toutes mes croyances. Je suis de droite ou je suis de gauche, je suis de colo, je suis ceci. Tout ça, quand on attaquait mes croyances, avant, ça me blessait. Maintenant, tu attaques mes croyances, ok, si elles sont justes, on va débattre et on va voir qui c'est qui retombe sur ses pattes. Si c'est faux ce que je raconte, si c'est pas juste, ok, je me remets en question. Si ça a fait du tort, je présente mes excuses, je propose réparation, mais il n'y a pas de souci, tu vois. Et ça, c'est en guérissant les blessures intérieures qu'on peut se sentir bien dans ce monde, malgré le fait que ce monde, il est confrontant, quoi. C'est un peu comme si tu étais écorché vif et que tu es frileux. Tu vas pas aller te baigner dans l'eau de mer. Pourquoi? Parce que, un, c'est froid, deux, ça pique. Mais en fait, la mer, c'est pas froid et ça pique pas. Il y en a qui passent leur journée dans l'eau et qui, tu vois, qui les plongeurs qui vont chercher les coquillages et les machins, ils passent leur journée dans l'eau et ils n'ont pas froid. À la fin, elle est bonne, quoi. Donc, c'est une question d'acclimatation. Et si ça pique, c'est parce que tu es écorché. Bah, la vie, la vraie vie, le fait d'entendre la vérité, de voir la vérité en face, c'est un peu ça, tu vois. Quand ça te pique, c'est parce que tu as des blessures. Mm. Et donc, du coup, quand tu vas guérir ces blessures, la vie change et le monde devient meilleur simplement parce que tu changes tes lunettes, en fait. Trop bien. Génial. Et bah, je te propose que tu partages ton écran si tu veux nous montrer les photos de ce que tu as pu de la forêt nourricière. Donc là, c'est quand je suis arrivé, c'est un ancien verger. Je suis arrivé sur le lieu où je suis il y a 6 ans maintenant. Donc il y avait quelques vignes pas résistantes aux maladies, quelques arbres. Et donc là, je suis en train de construire l'arche euh, et de commencer à faire des associations. Ok. Là, on voit ce que ça donne au printemps, hein, en gros. Là, c'est en fin de saison. Mhm. Toc, et ça, c'est l'année d'après. Donc là, par exemple, en haut, on voit le raisin, c'est Laquemont. Là, le raisin qui a là, c'est Zilga, c'est un raisin russe qui est résistant aux maladies et qui est super précoce. Bon, c'est pas un des meilleurs raisins. Maintenant, j'aurais tendance à plus trop le conseiller. J'en ai des bien meilleurs. Et là, ce qu'on voit là, ça, c'est la mûre de la forêt nourricière. C'est une mûre qui a été créée par les oiseaux qui avaient chié sur le parking et que en désherbant, je me suis dit, ah tiens, elle n'a pas d'épines, elle, c'est marrant. Et en fait, je l'ai plantée et je l'ai découvert 3 ans après qu'elle faisait des mûres géantes. On va les voir. Donc là, c'est au bout de 3-4 ans Et que c'était ça quand date. ça juste? C'était récemment ou De quoi? Les photos là, elles datent de quand? Bah, si c'était 3-4 ans après, ça doit dater de 2020, quoi. Ah oui, d'accord. 2020. Ah oui, 3 4 ans après le début. D'accord, ok. Ah ouais. Donc là, on voit Zilga avec. Donc là, c'est Laquemont, c'est un blanc sans pépins. Ça, c'est Zilga. Et ça, c'est la mûre géante. Donc vous allez voir quand je vais montrer le calibre. Ça, c'est une association. Donc il y a de la tomate, du haricot vivace, des chayotes dans un pommier. Mhm. Ça, c'est des noix bijoux. C'est des noix, je ne sais pas si vous. Ah non, j'avais pas mis la pièce de 2 euros. Bah, en gros, celle-là, là, c'est la noix franquette. Donc c'est déjà une grosse noix. Donc vous imaginez un peu la taille qu'elles ont, quoi. C'est énorme. Ça, c'est le raisin Reliance avec Vénus. Et la poire, c'est la poire beurrée d'Anjou. Donc maintenant, j'ai tendance à déconseiller fortement aux gens de faire grimper les vignes dans les arbres
Faut pas faire ça parce que vous allez tailler, enfin, vous allez faire chuter les rendements des pommes, des poires, des pêches, et ce sera super difficile de tailler les plantes, de les conduire en fait, hein. Une vigne, c'est super facile à conduire quand c'est sur un fil, mais dans un arbre, c'est impossible de savoir qu'est-ce que tu gardes chaque année. Mm. Donc ça, c'est une association dans l'allée 1 là, qu'on a vu. Donc là, il y a de la patate douce, des Oca du Pérou, de la poire de terre. Au-dessus, la poire, c'est la poire conférence. Euh, Voilà, ça, c'est la framboise Imbotop. C'est une framboise géante. Vous voyez, elle fait la taille de pièces de 2 euros, quoi. Là, on voit des tomates dans les arbres. Ça, c'est des artichauts, des tests que j'avais fait de planter des artichauts au pied d'un prunier après avoir taillé les racines. Donc, ça va bien marcher côté sud, mais pas le faire côté nord. Sinon, il va survivre, mais vous n'aurez jamais de tête d'artichaut. Il n'y aura pas assez de soleil. Alors ça, la bêtise de faire grimper des vignes dans les arbres, je déconseille de le faire maintenant. Là, c'est de l'artichaut auprès d'un quetchier avec un framboisier du Japon, que lui aussi, je déconseille. Framboise du Japon, je la trouve pas intéressante par rapport à beaucoup d'autres framboisiers. Puis il est très épineux en plus. Donc ça, c'est la fameuse framboise, la fameuse mûre de la forêt nourricière. Là, on voit un concombre et tomate qui poussent au pied d'un mirabellier. Donc là, quelques photos de récolte. T'as partagé des choses sur le rendement que tu arrivais à voir ou... Ouais, j'avais fait des recherches là-dessus. À certains endroits du jardin, je dis bien à certains endroits, si on prend 1 mètre carré cultivé, donc là, tu vois, ça fait 1,20 m, et puis je vais prendre ça 80 centimètres. Quand je vais avoir une plante comme la chayote, dans ce mètre carré, quand je vais avoir un poirier, une chayote, la poire de terre, je peux arriver à produire jusqu'à plus de 25 kilos sur 1 mètre carré cultivé. Alors après, c'est pas sur un mètre carré tout court, hein, parce qu'en fait, la chayote, elle va courir à 15-20 mètres de là, quoi. Mm, mm. Donc, elle va s'étaler sur bien plus d'1 mètre carré, elle, la chayote. Mais par contre, il y a un endroit d'1 mètre carré où je dois arroser, mettre un peu de caca de mes poules et un peu de broyat chaque année, et arroser, en fait. Et sur ce mètre carré, ça va cracher plus de 25 kilos de fruits et de légumes. Ah, ok, c'est chouette. Voilà, donc là, tu vois, je suis derrière, on est derrière l'arche. Là, tu vois, en fait, au pied, il y a un poirier. Au pied, il y a une vigne qui va aller courir sur un fil. Il y a une chayote qui part derrière, des aliacées, des bleds, des tomates. Donc, en fait, on arrive à avoir un gros rendement au mètre carré on va dire, quand on soigne, quand on s'applique à faire des bonnes associations, quoi. Voilà, là, c'est plutôt les haies à légumes, où j'associe que des légumes annuels. Et donc, on va voir les diaporamas de calibre. Donc là, ça, c'est la plus grosse là, que j'ai, c'est la bouche de Bétizac. Et non seulement elles sont grosses, mais elles sont super. Donc voilà, la bouche de Bétizac. Ça, c'est la prune cœur de lion Morettini, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on voit la prune abricot à côté. Ça a la taille d'une quetch, quoi. Pas d'une quetch, d'une prune Red Claude, tu vois. Mm. Donc, on voit par rapport à une pièce de 2 euros, c'est assez conséquent. Alors ça, c'est une plante que j'aime bien aussi, le cyclanthère géant. C'est un truc dont c'est assez difficile de trouver des semences où on peut en acheter sur mon site internet parce que je les multiplie depuis pas mal d'années. Mais c'est assez difficile. Et en fait, ça, c'est un concombre qui va grimper dans les arbres, qui se débrouille tout seul. Si tu les récoltes pas, tu vas avoir des graines partout dans le jardin, ça se ressème tout seul, ça fait sa vie sans toi. Et ça a vraiment un goût de concombre. Et même à ce stade-là, quand on récolte les graines, on peut les manger, tu peux les farcir, tu peux les couper en rondelles, les mettre en salade. Et donc, ça te permet d'avoir des concombres en octobre-novembre, quoi. En général, c'est plus trop la période où on a des concombres. D'accord, donc les vignes dans les arbres moyens, enfin non quoi, mais tout ce qui est Mais annuel, ça, ouais, ça, concombre, les ça marche mieux. concombres, les chayotes, en fait, on ne le voit pas bien, mais ça a un feuillage laciné. Là, on ne le voit pas, le feuillage. Mais ça a des feuilles un peu comme ça ressemble au cannabis, tu vois, des feuilles toutes pointues. Mhm. Et donc, il laisse bien passer la lumière. Donc, c'est pas une plante qui est très, très étouffante pour les D'accord. arbres. Et elle peut facilement grimper à 7-8 mètres de haut, hein. Ah Donc oui. là, on voit la mûre géante Macroura. Ça fait des murs qui vont jusqu'à 10 centimètres. C'est un arbre, en fait, qui fait des murs. Voilà, ça, c'est la Thaï-Berry. Et ouais, c'est ça, Thaï-Berry. Donc là, on voit la framboise, comment c'est
Ah mince, c'est une des plus connues là. Bon, ça, c'est une des petites framboises qu'on trouve partout dans le commerce, hein. Héritage, voilà, c'est ça. Héritage, C'est ouais. une variété ancienne, Héritage. Elle est bien, elle a une bonne Mhm. résistance aux maladies, elle est bonne, mais quand vous comparez la taille, ça, on arrive avec la taille berry et Logan berry, on peut arriver jusqu'à 10 kilos de framboises par plant, quoi. Voilà, une petite collection d'un peu tout, des nèfles, des nachis. Ça, c'est du coin Aromatnaya. C'est un coin russe qui se mange comme les pommes, qui a pas besoin d'être cuit en fait, et qui a un espèce de goût d'ananas. Voilà, ça, c'est des groseilles à macro, Mm. une variété ukrainienne de groseilles à macro géantes. Et voilà la mûre de la forêt nourricière. Tu Euh, as d'autres variétés comme ça que tu as enfin, créées plus ou moins, mais que tu as développées? bah, des variétés de mûres, là, c'est pas moi qui les ai créées, c'est les oiseaux, hein. C'est Moi, les c'est pas oiseaux, moi ouais, qui c'est pour ça ai que je les dis plus ou moins, pollinisés. mais Mais des variétés de mûres comme ça, j'en ai au moins une dizaine, une bonne dizaine en fait, qui sont intéressantes, hein, et qu'on poussé dans les allées, qui ont été créées. Donc c'est des semis, hein, c'est pas mm, vu que la mûre ça se marcotte, c'est obligatoirement des cacas d'oiseaux. J'ai des framboises blanches qui sont apparues, j'avais pas mis comment elle s'appelle, Golden Queen et enfin Gold là, les framboises blanches. J'en avais pas mis et elles sont apparues dans le jardin, quoi. Donc ça doit être un voisin qui a dû en mettre et des oiseaux qui sont venus en chier. Donc, ça, c'est des myrtilles. C'est de la variété d'Aro. Et voilà mes bouquins. Donc ça, c'est celui dont je parlais, Permaculture en climat tempéré. C'est un peu mon encyclopédie. Celui-là, c'est comment produire ses plantes et comment choisir les variétés. Il y a plein de tableaux avec toutes les variétés les plus intéressantes. Celui-là, c'est comment concevoir le jardin, faire les plans, faire les diagnostics de sol, mettre les plans à l'échelle, faire des calculs d'ombrage. Ça, c'est le bouquin que j'avais écrit chez Larousse. Donc, c'est plutôt le kit initiation, découverte du jardin-forêt. Ça, c'est faire en sorte que tes projets durent plus de 5 ans. C'est comment apprendre la gestion de conflits, la médiation, la guérison des blessures intérieures, les outils d'organisation collectif. Et ça, c'est un tableau de semis plastifié pour pouvoir. Donc, c'est des informations qu'on va retrouver dans ce bouquin-là sur la multiplication. Mais là, il est en version partie plastifiée pour pouvoir le prendre avec les mains sales, avec les mains mouillées quand tu es dans la pépinière. Donc, c'est tout pour réussir ces semis à la fois de légumes et d'arbres fruitiers. ok, super. Voilà, et ça, c'est le dernier bébé en date, c'est le calendrier perpétuel du jardin-forêt, où vous avez deux faces, avec 6 mois sur chaque face, et où vous avez tout ce que vous pouvez semer, repiquer, planter, récolter, multiplier et entretenir. Super. Et tu nous as pas dit, mais la surface de la forêt nourricière, c'est combien de mètres carrés tu as? Donc la surface du jardin là qu'on a vu, la partie où je produis juste des fruits et où il y a la micro pépinière, ça fait 800 mètres carrés. Ah ouais, d'accord. Donc c'était très dense, quoi. Enfin, t'as encore de la place pour planter ou... Non, après j'ai un autre bout de jardin où j'ai mis des arbres sur le pourtour et où je fais du maraîchage, D'accord. où je vais produire des courges, du maïs, des haricots, tout un tas de. Et donc l'autre bout de jardin, il doit faire à peu près 300 mètres carrés de plus, quoi. D'accord. Ok. Donc Super. c'est tout. Super, super. Eh ben écoute, super, on a fait un bon tour là, ça fait un petit moment qu'on discute. En tout cas, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas du coup à aller voir la forêt nourricière. Tu fais des formations aussi sur place, etc. Alors, j'ai fait une formation en ligne pour c'est créer son jardin forêt productif. Mhm. Je fais des formations en présentiel où, en gros, j'explique toutes les bases pour la conception de jardin forêt productif. Et il y a une demi-journée complète où on design vos projets. En fait, vous venez avec vos plans mis à l'échelle et en fait, je vous coach en fait pour designer votre terrain. Après, je fais des stages sur la multiplication, sur comment faire une micro-pépinière, comment produire ses plantes, savoir semer, greffer, bouturer, marcoter. Euh, et, euh, et ouais, ça, c'est sur la multiplication. Et après, je fais aussi pas mal de stages sur la synergie dans les rapports humains. Donc, des stages sur la guérison des blessures intérieures euh, et, euh, et des stages sur la méthode CAPT.
méthode un peu plus approfondie que la communication non violente. Donc, on retrouve les bases de la communication non violente, mais je mélange ça avec la communication transformative et l'analyse transactionnelle. Et en gros, c'est 10 étapes pour partir d'une tension, d'un conflit, d'une frustration, à constater ton évolution à la fin. Ok, ok, super. Eh ben écoute, merci, bravo pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir accordé cette interview et ces images de la forêt nourricière. À bientôt. Hâte de voir tes nouveaux. C'est quoi le futur là du coup? Là, le futur, c'est que je vais devoir déménager. Ah, Parce qu'en fait, mon propriétaire vend et moi, j'aimerais bien avoir un terrain plus grand de plusieurs hectares pour qu'on continue mes recherches. ouais. Et donc, du coup, voilà, là, c'est un peu la pression parce que j'ai pas beaucoup de sous pour investir et je dois déménager. Donc, Donc tu cherches un terrain. voilà. Enfin, je cherche, hein, en gros, je cherche un lieu où je puisse accueillir mes stages, donc un truc où il y a une baraque qui fasse au moins 200 mètres carrés. Et après, idéalement, un terrain qui fasse plusieurs hectares avec la flotte, quoi. Ok. Eh ben écoute, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci à toi, Franck Natier. Et puis Bah, merci à toi aussi, au- Yali. au plaisir d'avoir des nouvelles. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.